Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue, c'est Terre de rugby, votre mag qui vous embarque chaque semaine aux côtés de votre équipe préférée. Mais cette fois, nous laissons les joueurs souffler un peu, profiter d'une semaine de vacances avant de revenir en pleine forme, tout comme notre rock, notre cap, notre consultant Guillaume Ménard. Ça va ? Bonjour Lucille. Bon, tu as beaucoup à nous dire sur cette équipe, sur ce club qui vient de boucler une série de 12 matchs avec 9 victoires, 3 défaites, 2 toutes petites et une grosse défaite. C'est celle qui vient clore cette série d'ailleurs de 12 matchs et c'était à Perpignan. Merci encore d'être ici. On va faire le bilan, on va faire le point, on va tout savoir avec ta sagesse et ton recul justement, mais aussi toute ta passion. Allez, cette grosse défaite, donc c'était à Perpignan. C'était le club de cœur aussi d'Alwin Joubert qui est décédé brutalement la semaine dernière, hein, le joueur, l'ailier sud-africain. Qui avait 50 ans, qui a reçu donc l'hommage d'Aimé Giral où il avait joué pendant longtemps, mais aussi à Grenoble en 2002 et 2003. Il résidait en Savoie, il avait aussi joué à Ugine. C'est un joueur que tu avais connu ? Un joueur que j'avais connu et puis voilà, on a une passion commune, le vin. Il faisait la promotion du vin sud-africain. Donc il faisait la tournée des clubs régulièrement pour en faire la promotion. C'était un très très beau joueur, plein de relances, plein d'initiatives. Qui a joué longtemps en France, donc il faut souligner ça, après son passage en Afrique du Sud. Après, 50 ans, ça fait jeune, donc voilà, c'est le rugby. C'est dur parce que le rugby reste, même si c'est professionnel, une grande famille, ça reste un peu comme une vedette. Donc voilà, on perd quelqu'un qui nous était cher. Qui avait été finaliste aussi avec l'USAP en 98. Oui, qui est arrivé, qui a fait les beaux jours de l'USAP, donc qui était très bien intégré à l'environnement perpignanais. Et qui laisse un super souvenir à Grenoble. Oui, voilà, après il était venu un peu, il avait quitté les Pyrénées pour les Alpes, donc ça ne devait pas le changer beaucoup. Non. Bon, on revient sur ce match. Donc à Perpignan, on savait que c'était un gros match, une équipe très très attendue. Ça ne s'est pas très bien passé donc pour les Grenoblois, avec, il faut le dire quand même, une grosse équipe de Perpignan vraiment, qui ont été très solides devant notamment et qui n'ont pas fait de détails. Il n'y a pas eu de petits tours de chauffe. Hein. D'emblée, les avants sont allés bien embêter les Grenoblois. Ouais, il faut remettre ça dans le contexte, hein. C'est-à-dire que Perpignan est une équipe qui arrive du top 14 quand même, hein, même si ça fait 2 ans. Qui sont dans le purgatoire de la Pro D2. Néanmoins, voilà, ils gardent toute cette vérité, cette vélocité, cette façon d'avancer. Rapidement, ils viennent au contact et au combat. Ils n'ont pas oublié les fondamentaux du rugby qui sont d'abord de combattre, de vendre, avec les avants qui savent se mobiliser à tout moment. Après, la saison va être longue, voilà, et je pense qu'ils avaient à cœur d'afficher une performance face à Grenoble, qui était premier du classement. Et qui a été perforé ici, sur celui-ci. Ouais, voilà, après c'est très compliqué quand on joue dans la défense, d'arriver à restructurer un modèle défensif. Dès l'instant où vous avez franchi la ligne d'avantage, c'est très très compliqué et on voit là facilement par des crochets arriver à éviter les nombreux défenseurs grenoblois qui ne sont pas sur une ligne très régulière. Non, alors ça c'est pas régulier du tout non plus aussi, ce geste de Hansen Kinsey qui a pris un carton jaune ici sur ce coup. Et donc, ça fait la note, elle est quand même très salée. Ça fait un joli bonus pour Perpignan, qui revient un petit peu au classement du coup. Ça fait aussi... il y a quand même eu des belles choses aussi quand même du côté de Grenoble, finalement. Ils ne repartent pas complètement à zéro. Un joli essai, notamment celui-ci, on peut le signaler, de Eddy Sawaila. Voilà, je ne le dirai pas, notre ami Eddy, donc. Celui-ci, il est pas mal, hein. C'est pas mal, après c'est sur un jeu simple, un jeu quasi en première main on va dire. Sur une ligne, on voit ces Perpignanais qui ont mis beaucoup plus de vitesse
que nous, peut-être avec cette capacité à attaquer la ligne, attaquer cette ligne d'avantage qui met de l'incertitude aux défenses, donc c'est toujours plus compliqué. La Pro D2 va augmenter son niveau de jeu et son intensité là, avec le temps. On était effectivement sur une première phase qui résulte de la suite de la préparation physique et des premières mises en place. Là, les équipes vont commencer, celles qui vont vouloir jouer le haut tableau vont commencer un peu à se dévoiler, avec un jeu qui va être de plus en plus rodé, beaucoup plus de vitesse, on l'a dit. Donc voilà, il faut que les Grenoblois s'habituent à ça. Encore une fois, je redis, Aimé Gérald, même si les tribunes sont encore clairsemées, ça reste un contexte particulier. C'est toujours difficile à gagner à Perpignan, même si on y va avec une grosse équipe, parce qu'ils savent prendre les matchs, ils savent imposer un rythme dès le début de la rencontre. Et si on n'est pas prêt physiquement à ce défi-là, on va au-delà de belles désillusions. Donc du coup, alors, c'est quoi la conclusion sur ce match-là? C'est quoi ce bilan? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de cette lourde défaite des Grenoblois? Est-ce que ça pendait au nez finalement? On parle souvent de ces passages à vide de cette équipe, on parle souvent de ces choses un petit peu fragiles. Disons que ça doit nous permettre de construire et de s'appuyer sur cette défaite pour regarder et puis resensibiliser les joueurs en disant que la saison est loin d'être terminée, parce que c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'ils faisaient, ils le réussissaient, même si on n'avait pas des grosses différences de points lorsqu'ils gagnaient. Mais, ou quand ils perdaient, mais ils ont avancé dans ce championnat, on va dire, assez facilement. Alors, en étant au travail, hein, il faut pas. Mais psychologiquement, voilà, ça va marquer un petit coup, et ça doit leur permettre de se rendre compte qu'il reste encore du travail et que les échéances sont encore longues avant de pouvoir prétendre à remonter. Pas plus inquiet que ça alors? Non, parce que voilà, ça arrive à tout le monde. Bien. Un match, ça joue à pas grand-chose. Hein. Il suffit que vous soyez un peu absent sur les 10-15 premières minutes, et puis après, vous n'êtes plus dans le rythme. La question, c'est est-ce qu'on va au sacrifice avec des blessés, ou si on s'épargne un peu. Et puis, alors j'ai écouté un peu les réactions d'Arnaud Hegui, qui a toujours ses valeurs de basque, de ne rien vouloir lâcher. Donc, je comprends sa frustration. Maintenant, voilà, moi, je le vois plus comme une leçon. Voilà, et c'est une phase d'apprentissage. Voilà. Si l'erreur se répète, ça sera la bêtise. Et là, je pense qu'on devra s'inquiéter. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir ces piqûres de rappel. Ça ne met pas en danger le reste de la saison. Mais néanmoins, ça permet de retravailler, de resensibiliser et de revenir à un niveau peut-être, pour ceux qui se croyaient arriver. Pas C'est tout ça. à fait. C'est ça. Donc, on voit ici encore cette défaite qui, cette fois-ci, sans appel, hein, du côté de Grenoble. Colomiers, donc du côté de nos adversaires, eh bien, voilà, Colomiers a battu Mont-de-Marsan, Montauban a gagné à Dax. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats à l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous voyez Biarritz, Vannes, Angoulême, qui vont gagner, et Massy, non pas Massy, et Angoulême qui vont gagner à l'extérieur, ça prouve bien que ce championnat de Pro D2 est encore bien incertain, et que chaque match, ça demande beaucoup de concentration, une stratégie, une forme physique et puis une disponibilité mentale à toute épreuve. Surprenante équipe de Vannes aussi, que Grenoble avait battue. On n'a pas... Si, alors au classement, nous voilà, merci, on est toujours en tête, le FCG est toujours en tête. Voilà, ce qui doit faire réagir, c'est qu'il n'y a plus qu'un petit point d'avance, mais voilà, c'est encore long. C'est ça. On va dire que la hiérarchie, hormis peut-être Biarritz, est quasi respectée. Hein. Quand on voit Montauban qui figure bien dans le championnat, qui a un niveau de jeu, ça passe aussi par ça, hein, cette qualité à produire du jeu. Perpignan qui recolle, Colomiers, voilà une école qui est plus dont la réputation n'est plus à faire. On va dire que le classement est globalement assez bien respecté. Béziers qui avait perdu sur ses terres descendre dans le classement, mais voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça. On reste premier, donc psychologiquement, c'est important, mais en retenant les leçons de ce match de Perpignan. D'accord. Le prochain, alors semaine prochaine, pas de match. Et le prochain invité, c'est donc Colomiers, le vendredi 24. Donc bien se ressaisir d'ici là, on a compris. Je pense que Colomiers, c'est la même acabit que Perpignan, hein, avec cette capacité à beaucoup envoyer de jeu. Voilà, ils ont cette réputation-là. Et puis à l'extérieur, ils n'ont rien à perdre. Donc voilà, ça nécessitera d'avoir un rideau défensif, notamment le premier rideau, qui soit très très performant. Et puis sans oublier la couverture du deuxième et troisième rideau, parce que rapidement, ils savent jouer et inverser la pression par du jeu au pied. Bon, il faudra faire le plein aussi au Stade des Alpes, c'est important. Quand un stade est bien garni avec des supporters bien actifs.
Vendredi soir, j'ai moins de doutes que le samedi où les gens rentrent de ski. Oui, ça y est, ça commence parce que la saison va être un petit peu plus rude désormais, avec des terrains un petit peu plus durs, on voit qu'il y a des corps qui commencent à lâcher un petit peu. On a une grosse pensée pour Alexandre Dardet qui va pas bien, hein. Évidemment. Il revenait tout juste et il s'est fait les autres croisés, donc on est très triste pour lui. Ce qui est très compliqué pour un joueur, c'est les 15 jours à 3 semaines qui suivent les grosses blessures, parce que on ne peut pas s'empêcher de penser aux efforts, déjà comment dire, à la perte de temps. Et puis aux efforts qu'il va falloir faire psychologiques, physiques, parce que ce que les gens, des fois, ne perçoivent pas, c'est que c'est douloureux, ces phases de rééducation, quand vous revenez d'un ligament croisé. Ça demande beaucoup de persévérance. Il faut arriver à dépasser un peu ses limites pour revenir, parce que les muscles sont raides, les tendons, il faut retrouver cette amplitude articulaire, et ça c'est compliqué. Ça sent le vécu, ça, Guillaume. Ouais, mais voilà. Encore une opération en plus, il va encore subir une opération. Voilà, après, dans le passé, on le voit bien, alors l'actualité parle d'elle-même, mais les skieurs ont l'habitude régulièrement de revenir à très haut niveau, après être opéré 1-2 fois du même genou, pour certains même avoir des greffes ou des ligaments synthétiques. Donc, ça se fait. Alex est encore jeune. Voilà, c'est un laps de temps qui doit lui permettre aujourd'hui peut-être de revoir sa préparation physique, peut-être de voir son hygiène de vie, même si elle était très très bien. Mais il s'était bien affûté voilà, cet été aussi. Plus on avance dans l'âge, plus c'est des Formule 1 qu'il faut arriver à régler et trouver le bon réglage. Bon, eh ben, il a reçu tes ondes positives, j'espère bien. Du coup, alors, ce bilan, donc c'est le moment, on a dit, après donc 12 matchs, après 2 toutes petites défaites, après une très positif, parce que en général, les clubs, et on l'avait vu l'année passée, il y a 2 ans avec Biarritz qui était descendu, Perpignan, ça avait fait exactement la même chose, hein. Cette incapacité dans la redescente à rapidement repostuler dans les premières places. Et là, c'est le cas pour le FCG, en s'appuyant sur un groupe qui est complètement refondu. On rappelle 20 départs à l'intersaison, donc c'est quand même quelque chose qui est colossal. Un nouveau staff. Qui prend ses marques, donc forcément un nouveau système de jeu qui se met en place, même si on garde dans la structure des gens qui connaissaient très bien le club, comme Cyril Villain et Jérôme Vernet, mais voilà, Stéphane Glas qui arrive d'Oyonnax. Donc plein de choses nouvelles. Et puis cette équipe de jeunes, c'est-à-dire que moi j'y vois beaucoup d'espoir, mais les gens sont impatients dans la vie, voilà. Que ce soit supporters, nous partenaires ou médias, nous sommes tous impatients de revoir ce FCG à très haut niveau. La stratégie du club a été affichée dès le départ, c'est-à-dire de reconstruire sur le long terme, et rien de mieux que de voir la reconstruction avec des jeunes, parce que ça donne des perspectives plus lointaines dès l'instant où, et on y viendra par la suite, dès l'instant où on a cette capacité à maintenir ces jeunes au bercail. Donc les résultats ont été là, d'autres ça n'a pas été le cas, par exemple pour Bayonne, hein, qui vit donc un début de saison vraiment très difficile. Donc l'essentiel est fait, c'est-à-dire se positionner tout de suite dans le haut du tableau, avoir un statut confirmé, un statut de leader et de prétendant à la remontée, avec cet état d'esprit. Donc vraiment, ce staff, c'est non seulement une nouvelle équipe, un nouveau système de jeu, c'est aussi un nouvel état d'esprit. Ils insufflent du positif. À ton sens, justement, ce staff-là? Ben oui, parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de communion avec les joueurs. Ils en sont beaucoup plus proches. Donc c'est bien de garder un système hiérarchique quand vous êtes entraîneur ou manager. Maintenant, ça reste un sport d'hommes où on se dit les choses, où de temps en temps, il faut savoir sanctionner, mais de temps en temps, il faut savoir être complice. Et je crois qu'ils ont trouvé le bon équilibre. Voilà, Steph, moi, je le connais depuis un petit moment. Il sait être exigeant vis-à-vis de lui-même. Et l'ensemble des joueurs lui reconnaissent ça. Mais il sait être aussi très participatif, très proche de la bêtise, et qui permet aussi de créer cet état d'esprit. Alors c'est aidé par les résultats sportifs, hein, il ne faut pas se le cacher, mais on sent un groupe qui vit beaucoup mieux. Alors la Pro D2 a certainement moins de pression que le Top 14, parce que vous êtes moins couvert par les médias. Néanmoins, voilà, ça reste une belle aventure humaine, et des fois on se souvient bien plus de ces aventures-là que des aventures de très haut niveau pour lesquelles on n'y a pas pris part ou très peu. Ça compte aussi, c'est que même pour une équipe qui descend ou qui va mal, on parle souvent de l'affect. En fait, aujourd'hui, dans le monde professionnel, cette équipe, c'est une entreprise aussi, c'est un monde professionnel. Ce sont aussi des hommes qui ont souffert, pour les avoir entendus beaucoup l'an dernier, du manque d'affect, en fait, du manque d'humain
cet aspect humain qu'ils retrouvent ici, même dans les moments où ça ne va pas bien. C'est vraiment important, en tout cas, de considérer tous ces joueurs comme des hommes et vraiment d'avoir aussi une part d'affect. Bah oui, mais après, il faut que chacun se retrouve dans ce projet de vie. Et ça, c'est pas toujours le cas. On peut le voir en top 14 avec des gens qui arrivent avec de l'ambition, avec des plans de carrière. Les clubs sont souvent que de passage. Là, on est en s'appuyant sur une équipe de jeunes ou des anciens un peu revanchards. Finalement, on trouve une belle osmose. Tout le monde a cet intérêt commun pour ce même club, quoi. Mm-hmm. C'est sûr. Alors, ce qui a fonctionné aussi, on le rappelle, donc ce sont ces jeunes. Tu l'as dit, c'est vraiment un des gros points positifs. Ils le re-signent petit à petit. On attend toujours encore d'autres nouvelles, puisque aussi le public veut voir ces jeunes rester dans les saisons à venir. C'est vraiment la pérennisation, on va dire, du plan de ce FCG. En tout cas, c'est vraiment une construction dans la durée avec des éléments forts. On parlait d'affect il y a un moment, mais justement avec des joueurs formés ici au club. On peut rendre hommage aujourd'hui à Marc Chérec et Daniel Genepin qui, bien avant le fait qu'on sache qu'on redescende en Pro D2, en mettant en place une stratégie au niveau des jeunes et notamment du centre de formation. Donc le fruit aujourd'hui qu'on récolte mûr, ou en partie mûr, et le résultat des semences qu'on a fait il y a 5-6 ans en arrière, à travers la détection, à travers de la formation, beaucoup d'entraînement, on l'a dit la dernière fois, la surqualification des encadrants. Donc voilà, aujourd'hui on récolte les fruits qui sont encore pas tout à fait mûrs, mais qui vont arriver à maturité dans les quelques années qui arrivent. Donc il faut encore les peaufiner, mais voilà, rendre hommage parce que pas beaucoup de clubs aujourd'hui prennent le temps de mettre en place cette stratégie de formation chez les jeunes. Et là, on voit qu'on peut s'appuyer facilement dessus. Sur des avants, sur des arrières, sur des ailiers, c'est vraiment une formation qui est très complète aussi. Une équipe complète. À Grenoble, on dit souvent qu'on sort beaucoup de talonneurs. C'est une réalité, mais pas seulement. Voilà, je crois que tous les statuts et tous les postes sont représentés. Puisqu'on est sur le positif, l'offensive aussi, on a vu beaucoup d'essais, une équipe qui marque beaucoup cette année, et de très belle manière, des essais construits, qui ne profitent pas nécessairement des faiblesses de l'adversaire, mais en tout cas, c'est une vraie qualité offensive ici pour cette saison. Ce qui change vraiment, c'est en dehors de l'état d'esprit, c'est le système de jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec Bernard Jacquemin, on était sur un système de jeu complètement fermé. C'est-à-dire qu'un système de jeu qui est programmé avec des temps de jeu, des phases, etc., où chacun a un rôle à accomplir. Et puis, c'est fait pour marquer à l'issue de 4-5 temps de jeu, une fois qu'on a complètement désorganisé la défense. La problématique de l'année passée, c'est que dès l'instant où on n'était pas en mesure de franchir le premier rideau défensif et d'avancer, rapidement, on se retrouvait face à un gros rideau défensif sans solution véritablement. Là, aujourd'hui, ce qui prône comme système de jeu, c'est un système de jeu beaucoup plus offensif avec finalement des espaces de liberté où chaque joueur est capable de saisir une opportunité en fonction de la lecture qu'il fait de la défense. Et ça change beaucoup de choses et c'est peut-être pour ça qu'on voit aujourd'hui des prises d'initiative et à tout âge avec des systèmes de relance. Voilà, exactement. Mais peut-être que pour Jacquemin, la consigne aurait été de récupérer un ballon dans les 22 et de dégager par un jeu au pied et trouver une touche. Là, ça n'a pas été du tout le cas. En plus, voilà, ça participe et ça amplifie la confiance de ces joueurs et puis de ce système de jeu. Donc si cette stratégie se poursuit, c'est une carte à jouer vraiment. Et oui, parce que dès l'instant où vous êtes capable de lire le système de jeu adverse et de vous adapter en permanence, vous amenez beaucoup plus de dangers qu'un système de jeu avec des phases programmées qui sont lisibles à chaque instant de la vidéo. Tous les entraîneurs aujourd'hui passent énormément de temps à déceler le jeu de l'adversaire. Bon, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour voir les schémas de jeu qui sont proposés, la circulation des joueurs, qui sont toujours les mêmes. Du coup, sur le secteur défensif aussi, on a vu des très très jolies choses contre la ligne vraiment de Grenoble en fin de match notamment, donc beaucoup de panache, il y a plusieurs matchs qui auraient pu se perdre ou en tout cas se gagner moins largement si cette équipe n'avait pas été aussi tenace dans la défense et notamment près de l'embut. Ça n'a pas vraiment été le cas. C'est peut-être ça le petit bémol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui autant dès l'instant on est proche de notre ligne d'essai, on sent une mobilisation collective très importante avec des joueurs qui sont concentrés sur non seulement sur le ballon, mais qui sont capables de lire l'attaque adverse. Et plus on s'éloigne de cette ligne, plus peut-être
on a ce relâchement qui fait que face aux initiatives adverses, ça traverse plus facilement. Et on n'arrive pas à récupérer le coup. Ce qui a été le cas, alors du coup, sur Perpignan, il y a eu des gros soucis de défense, là aussi. Il faut s'en inquiéter de ça? Non, parce que la défense, c'est vraiment un travail collectif. C'est juste redonner les bons repères, la bonne communication à chacun. C'est le contre-pied, finalement, du système offensif qu'on veut mettre. C'est-à-dire que c'est dur de tout travailler en même temps. Et quand on privilégie le secteur offensif à un moment donné, on a tendance, quelquefois, à lâcher un peu le secteur défensif, alors que c'est un travail laborieux, de longue haleine, répétitif, etc. Mais Cyril Viens, j'en suis certain, saura recadrer tout ça. Sur ces passages à vide que l'équipe a connus, sur chacun de ces matchs, on a été indulgent ces dernières semaines, en parlant toujours de la Pro D2 qui présente toujours des matchs qui ne sont jamais complètement dominés par l'une ou l'autre des équipes. Les supporters s'en plaignent de ça aussi, de parfois ne pas se faire assez plaisir sur un match, voire de s'ennuyer complètement. C'est le championnat qui veut ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à une seule équipe. Ils iraient voir des matchs de Mont-de-Marsan ou d'Angoulême. Ils retrouveraient exactement les mêmes problématiques. Mais Carcassonne, la semaine dernière, allait gagner aussi juste face à la Lanterne Rouge. On a un jeu qui est beaucoup plus décousu, on va dire, avec des ballons qui sont beaucoup plus freinés. Donc la mise en place de notre système de jeu, elle est plus difficile. Il y a des périodes plus lentes, etc. Donc un jeu beaucoup moins clairvoyant qu'on pouvait connaître en top 14. Voilà. Mais ça va se libérer un petit peu, comme on disait là. Ça y est, là maintenant. Ouais, mais plutôt sur les phases finales, parce que là, rapidement, on va retomber. Il faut calculer encore. Il va y avoir un peu les terrains gras, peut-être un peu de froid. Un peu de casse. Un peu de casse. Donc voilà, c'est pas fait pour accélérer le jeu, ça. Du coup, il y a quelques mois, ensemble, lorsqu'on entendait les supporters demander une montée directe, on se disait doucement. L'idée, c'est pas de remonter le plus vite, de faire n'importe quoi derrière. C'est vraiment de bien asseoir la situation du club, de renouer la confiance aussi avec les partenaires, avec les sponsors. La confiance qui avait été perdue par beaucoup après des événements très difficiles à vivre la saison dernière. On peut dire que ces premiers pas en Pro D2 sont tout à fait rassurants pour cette équipe de Grenoble, mais on est de plus en plus gourmand. C'est-à-dire on n'en est plus à doucement, on va faire les choses tranquillement. Aujourd'hui, il faut remonter. Tout le monde ne voit que la montée de Grenoble. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par là? Est-ce que finalement, oui, il faut s'emballer et tout faire pour retrouver le top 14 dès la saison prochaine, contrairement à ce qu'on disait il y a encore quelques mois? Il faut pas louper une opportunité qui se présenterait. Maintenant, on sait la difficulté qu'a le top 14 dans sa constitution d'équipe, etc. C'est-à-dire que là, vous allez monter, mais 3 semaines quasi après la fin du championnat de top 14. Donc, on va dire que les recrutements seront opérés. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous irez chercher la compétence à l'extérieur, sur des joueurs certainement étrangers, pour lesquels vous avez une méconnaissance du statut, du comportement, etc. Donc c'est compliqué. C'est vrai que une montée, ça se prépare. Les dirigeants sont aussi là pour anticiper les besoins financiers, commencer à travailler. Travailler sur 2 plans? Bien sûr, travailler sur 2 plans. Maintenant, comment assurer ce passage-là parce que la différence de niveau, et on l'évoquait à l'instant avec le mécontentement des supporters, elle est énorme. Elle s'est encore creusée, je pense. Autant il y a une période où, finalement, en top 14 Pro D2, on avait eu un rapprochement, que là, quand on voit la vitesse d'exécution, les zones d'impact, on est loin de ce qui se passe en top 14. Donc monter, oui. Monter, bien si sûr, possible. Oui, si possible. Après, parce qu'on va être sur l'euphorie. Après, c'est quoi? Est-ce qu'il ne faut pas préférer passer 2 ans de purgatoire en Pro D2 en étant dans les premières équipes, en ayant cette récompense du gain, de la confiance établie, moyennant peut-être moins de médiatisation, et ça va aussi pour les sponsors. Mais sur une année. Mais et puis c'est une année ou deux, et puis derrière reconstruire une équipe, avoir des joueurs des jeunes joueurs qui se sont aguerris, parce que la Pro D2 le permet. Un jeu qui se sera renforcé. Un jeu qui sera renforcé, et puis après, c'est être capable aussi d'aller chercher peut-être quelques joueurs cadres, leaders,
nos anciens, est-ce qu'ils seront encore là aussi performants dans 1 an ou 2 ans? Peut-être moins évident. Ils sont encore pas si vieux. Donc ça voilà, mais voilà, il faut. C'est toute une programmation. C'est vraiment un management qui s'opère et puis une planification hiérarchique du temps, quoi. Bon, allez, si je te comprends bien, c'est trop tôt encore pour monter alors. Peut-être. C'est ton opinion. Mon opinion, c'est que je prendrai un peu de temps quand même, parce que si le club remonte l'année prochaine et redescend dans la foulée en même temps que le foot monte, le FCG aurait de grosses difficultés derrière. On se souvient de cette saison, je crois que c'était 2010-2011, qui s'était soldée par un échec en demi face à Bordeaux. Grenoble avait vraiment survolé cette saison et puis c'était ratatiné, on peut le dire, hein, une grosse surprise d'avoir été éliminé en demi-finale face à Bordeaux. Depuis et la saison suivante, Grenoble avait absolument survolé tous ses adversaires et était monté directement bien avant la fin du championnat. Et s'était stabilisé en top 14 avec pas tant de difficultés que ça. Alors, du coup, je ne sais pas si on peut prendre modèle, c'est absolument différent. Ce sont chaque saison est des différente, configurations tout à fait différentes, mais on s'était dit finalement 2011, c'était pas la bonne année et finalement c'était une bonne chose d'être resté encore 1 an de plus en Pro D2. C'est un avis que je partage. Je prendrai un peu plus le temps. Après c'est le sport qui va dicter le reste. Quoi. Donc performer. L'idée, c'est vraiment de performer et donner envie aux supporters, aux partenaires de venir au stade, de retrouver ce qu'ils connaissent aujourd'hui, le contact avec ces joueurs, cette bonne humeur, voilà. Les connaître un peu mieux aussi, des figures aussi qui sont parties. On pense à Fabien Gengenbacher qui était parti l'an dernier. Exactement, capitaine. mais voilà. Donc on a encore Lucas Dupont qui est ici bien sûr, donc des Grenoblois. Les partenaires sont des gens pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont leurs entreprises, qui leur demandent beaucoup d'énergie. Je ne suis pas certain qu'ils viennent chercher des paillettes, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ce qu'ils viennent chercher, c'est du réseau pour faire du business, c'est de la convivialité, de la proximité, etc. Et ça, du positif, quoi. Il n'y en a pas eu beaucoup l'an dernier, cette année au moins il y en a. Exactement. Écoute, c'est intéressant. Nous confronterons bien sûr les opinions sur ces prochaines semaines. Voilà, on fait un petit peu plus court cette fois-ci. Alors la semaine prochaine, on vous parlera d'un challenge qui n'existe plus. Hein, c'est le challenge Yves du Manoir, qui a été remporté par les Grenoblois, donc il y a 30 ans déjà. Et oui, qui était pratiquement aussi important que le championnat de France. Hein. Absolument. C'était les grandes saisons, la grande épopée avec les frères Peppenjack, etc. Donc tout ça, on va en reparler la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir été avec nous. Bonne chance, bien sûr, encore une fois, dans ton parcours professionnel qui est très enrichissant, mais qui parfois t'éloigne un petit peu de nous. On sera ravis en tout cas de t'accueillir sur les prochaines éditions. Merci encore à toi. Et vous, rendez-vous la semaine prochaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.